Diawara, on a écouté, on a réécouté François Hollande qui faisait état de beaucoup de choses sur la position de la France, la position de la Fédération de Russie du côté sur le continent africain, Issa Diawara. Est-ce qu'on peut dire qu'on comprend pourquoi François Hollande n'a pas pu faire un deuxième mandat? C'est facilement, hein, c'est facile à comprendre, hein, facilement compréhensible. Vous voyez comment un vieux de son âge est en train hein, de faire des affirmations gratuites. C'est du mensonge. Du début à la fin, il n'a fait que mentir. Et nous disons à François Hollande que les Africains ne sont pas ce qu'ils pensent. Nous n'oublions pas facilement les choses. Je vais répondre à M. Hollande très rapidement. Vous savez, d'abord, le seul fait de faire cette interview est d'abord une posture néocoloniale. C'est ce que Hollande doit comprendre. Il n'a pas à sortir et à parler des pays, des États entiers, du Mali, de Centrafrique, du Tchad, comme s'il parlait de sa chambre. C'est pas comme ça. Il s'agit des États souverains. En tout cas, en ce qui concerne le Mali est souverain et nous avons une journée dédiée à notre souveraineté, c'est le 14 janvier. Première chose. Donc lui, sa sortie déjà, c'est déjà néocolonial. Poutine ne fera jamais une telle sortie contre un pays africain. Deuxième chose que Hollande doit savoir, il dit les djihadistes, tout comme les journalistes là, ont gagné du terrain. D'abord, M. Junior Wafo, c'est un crime de vouloir transformer l'appellation des terroristes, de les transformer des terroristes en simples djihadistes. Ce ne sont pas des djihadistes, il s'agit des terroristes. À quoi la France veut jouer? Nous le voyons venir. Il dit qu'ils ont gagné du terrain. Quand on dit gagner du terrain, ça veut dire quoi? Quitter un point A pour un point B. Depuis que la France est partie, les terroristes ont quitté quelle localité pour aller vers quelle localité? Quelle localité est tombée entre les mains des terroristes? Monsieur Junior Wafo, aucune. Et je mets tous les médias français au défi de me citer les noms, pas d'une ville, hein, d'un seul village du Mali qui est tombé entre les mains des terroristes depuis le départ de la France. Par contre, je peux citer des localités qui ont été libérées par les forces armées maliennes avec l'aide, l'assistance de nos alliés en renseignement russe et bien sûr algériens ou autres. Je peux citer la localité de Moura, je peux citer la localité de Tessit, je peux citer la localité de Sogolo, je peux citer Guiré, je peux citer d'autres localités au-delà de Mourdia, je peux citer beaucoup de localités. C'est des preuves. Ce sont des choses qui sont là, palpables. Beaucoup de localités ont été libérées, mais presque toutes les localités. Et pour votre information, les touristes ne contrôlent aucune petite ville du Mali. C'est-à-dire ce qu'il y a au Mali, c'est des problèmes de sécurité. Par endroit, vous allez voir des touristes venir déranger un village, venir s'apprendre à un village, mais dire que des touristes contrôlent un village, que les forces armées maliennes ne peuvent pas pénétrer, ça n'existe pas au Mali. Et le premier ministre Choguel a été très clair. L'armée malienne peut aller partout au Mali, sur la superficie de 1 241 238 km². Nous pouvons nous mouvoir partout. Donc quand ils disent les touristes progressent là, c'est dans quel Mali? C'est pourquoi je me demande chaque fois si la France n'a pas un autre Mali qui est différent du nôtre. Autre chose, ils disent que c'est le Mali qui a demandé de stopper la progression des touristes. En réalité, c'était une mise en scène. Parce que le capitaine Amadou Hassanogo qui avait fait le coup d'État au président Amadou Toumani Touré, qui a longtemps refusé d'accueillir les forces françaises au Mali. Il faut qu'on en dise cela. C'est pourquoi elle a dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Ils ont tout attenté quand le président Modibo les expliquait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons partir et nous reviendrons un jour. Et ils ont mis tout en œuvre. Le Mali est l'un des rares pays francophones de l'Afrique de l'Ouest où vous ne trouvez aucun militaire français. Donc, ils ont tout orchestré. Quand Aya a pris le pouvoir et il disait qu'il ne voulait pas de troupes françaises, c'est la France, à travers la CEDEAO, qui a mis la pression, qui a intimidé le capitaine Amadou Aya, qui n'avait pas d'expérience, qui n'avait pas été assisté à l'époque, des choses qu'on a fait venir le président de l'Assemblée de l'époque, un pion de la France, qui était de chez Blaise Compaoré au Burkina. C'est lui qui est venu et c'est lui qui a invité la France de toutes les nations du monde. Pourquoi c'est la France seulement que Djokounda a appelé? Pourquoi? Et pourquoi quand Hollande parle, lui n'a pas le courage de répondre à François Hollande? Pourquoi Hollande ne va pas simplement dire que la France s'est fait appeler au Mali? C'est ce qu'il faut dire. Qui a appelé la France? Parce qu'ils ont profité de l'ignorance des gens qui étaient en retard.
des gens sont sortis applaudir. Et à l'époque, on était tellement minimes pour être entendus. Lui, Hollande, pourquoi il ne va pas dire que les djihadistes marchaient sur Bamako? C'est faux. Aujourd'hui, je dis c'est faux. Le combat s'est passé au niveau de la localité de Kona. Kona, c'est à 45 km de Sévaré. Ils ont fait croire que l'armée malienne était en déroute à Kona. Or, à Kona, il y avait des militaires d'élite du Mali qui défendaient vaillamment et les terroristes étaient presque en déroute. C'est moi qui vous fais cette révélation. Et vérifiez. Nous avons discuté avec des militaires qui étaient au front. Nous sommes au Mali, là. Moi, je ne bouge pas du Mali. À Kona, il y avait l'unité d'élite du Mali qui était au combat. On les appelle ici les Damis. Damis, vous savez, quand vous partez dans tous les pays du monde, il y a une unité de militaires qui ne recule devant rien, qui peuvent, je ne sais pas, consommer n'importe quoi. C'est cette unité qui ne rentre jamais en ville et qui avait même désarmé les camps militaires de Kati. C'est cette unité qui a contribué à l'arrestation du capitaine Amadou Hansanogo, auteur du putsch. C'est l'unité la plus redoutable. Et c'est cette unité qui était en première ligne et les terroristes étaient en déroute. Pourquoi la France ne va pas dire de telles choses? Et que le Mali a maintes fois refusé une intervention terrestre. Le Mali a simplement, leur valet Djokuna a demandé des frappes aériennes. Ensuite, on va continuer très vite. Il dit, l'ONU aussi a demandé à être présente. Mais qui est l'ONU? Moi, je ne connais pas qu'il y a un président à la tête de l'ONU. Ou bien l'ONU est un État. Mais l'ONU, c'est leur magouille. C'est la France qui a fait venir l'aménagement. Aujourd'hui, l'aménagement, pour remplir le vide de la France, demande à augmenter son effectif en faisant semblant de vouloir partir et ne jamais partir. Nous, on demande il y a longtemps à l'aménagement de partir, puisque la France est partie. C'est la France qui nous a amené ces machins. De toute façon, le peuple malien ne lisera pas l'aménagement. Le combat, là, ne fait que commencer. Autre chose, Hollande, il dit que la France n'est pas là à faire des prédations comme certains, notamment ils parlent des risques sur les ressources minières du Mali, du Burkina. Moi, je dis, même si les Russes, les Chinois, les Turcs, le monde entier faisait la prédation sur les ressources du Mali, du Burkina, pourquoi la France doit piquer une crise de la diarrhée? C'est quoi le problème de la France? C'est quoi? Pourquoi cette crise de la diarrhée? C'est quoi? Est-ce que le Mali appartient à la France? Pourquoi elle est jalouse? Ok, nous allons inviter tout le monde à faire cette prédation sur nos ressources minières. Et ça fait quoi à la France? Prédation sur les ressources minières vaut mieux que prédation sur des ressources humaines. La France, là, ça fait longtemps qu'elle est en train de dépeupler l'Afrique. Elle est en train de commettre des génocides. Les risques, c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, hier seulement, nous avons acheté plus de 20 avions et hélicoptères de combat et de transport de troupes avec les risques. De tout avec la France, on n'a jamais acheté un seul avion de combat. Je dis bien un seul. Donc la France n'a rien à nous dire. Que Hollande nous présente les résultats de leur intervention. Ils avaient dit qu'ils allaient aider l'armée malienne à se renforcer. Mais quel est le char de combat livré au Mali? Quel est le canon livré au Mali? Aujourd'hui, ils sont en train de livrer des canons César à l'Ukraine. Mais pourtant, ils n'ont pas déstabilisé l'Ukraine. Ce sont eux qui ont poussé l'Ukraine contre la Russie. Mais le Mali, les terroristes qui eux-mêmes, ils sont armés en Libye et qu'ils ont déchaîné sur le Mali et le Sahel. Quel est l'outil de combat que la France a donné au Mali pour stopper ces terroristes? Ça n'existe pas. Ce sont les risques qui nous aident aujourd'hui à nous débarrasser de ces terroristes. Et la seule excuse que Hollande a, c'est dire que les Russes ont une prédation contre nos ressources minières. Même si les Russes avaient une prédation contre, je ne sais pas, nos oreilles ou bien nos yeux. C'est quoi leur problème? Autre chose, Hollande dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Parce que je l'ai dit, parce qu'il a réussi ce que, en tout cas, ses prédécesseurs n'ont pas réussi. C'est pas ce qu'il vient de dire. C'est parce que le président Madou Toumani avait refusé la force spéciale française et que les Français ont été obligés d'amener ça chez Blaise Compaoré là-bas. C'est parce que la France ne trouvait aucun moyen de mettre en œuvre l'installation de ses bases dans tous les Sahel. La simple preuve, quand le Mali les a expliqués où est-ce qu'ils sont partis, au Niger, ils n'ont jamais quitté le Sahel. La France venait de trouver le beau prétexte et venait de se faire applaudir par des masses populaires manipulées qui malheureusement n'avaient rien compris. Que Hollande, s'il est sûr de lui-même, qu'il ose venir au Mali, si même les lézards vont essayer de l'applaudir, qu'il vienne si les garçons.
qu'il vient au Mali, à lieu et place, je lui promets, il aura des jeux de pierre. S'il n'est pas d'accord, il peut répondre au défi. Autre chose, euh, il dit un groupe privé, un groupe privé, un groupe privé sans cesse. Mais un groupe privé là est moins coûté. Un groupe privé vaut mieux qu'un État terroriste accusé du terrorisme, un État auteur du génocide partout en Afrique, un État qui, il dit, les groupes privés là veulent nos ressources minières, n'est-ce pas? Mais ça vaut mieux qu'un État qui veut non seulement nos ressources minières, nous impose sa langue, nous impose sa culture, nous impose un système éducatif dépassé, nous impose seulement en train de nous formater l'homme africain tout court. Donc un groupe privé qui vient vous aider à combattre vos ennemis est toujours mieux qu'un pays qui se dit ami, mais qui est en train de vous voler jusqu'à la moelle épinière. Pour terminer, regardez comment François Hollande parle du Tchad et autres. On ne doit pas tolérer ça, on ne doit pas être tolérant. Ils sont qui? Qui sont-ils pour être tolérants d'une part ou être cruels de l'autre côté? Qui sont-ils pour parler de leur, en tout cas du bilan, du fonctionnement des autres pays? Ils ne comprennent pas que la récréation est terminée, que la France continue. Il y a un proverbe qui dit à Bambara, les chiens se croient trop aimés, mais ils ne savent jamais qu'il est mal aimé jusqu'à ce qu'ils tentent de traverser, en tout cas, un terrain. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous. Il a là-bas eu un autre mensonge sans doute pour justifier la présence française du côté du Mali, et le téléspectateur a bien fait de revenir là-dessus. François Hollande qui dit que nous avions à un moment donné des mouvements, des chars qui allaient en direction de Bamako, et puis à un moment donné, patatras, on n'a plus trace d'eux, et c'est quand même trop facile pour un chef de l'État de tenir un tel discours. Il y a eu cette question qui avait été posée plusieurs fois dans le passé, et je vais vous donner d'abord la réponse des quelques Français, des officiels français qui ont répondu. Ils avaient dit que c'était destiné à la France et pour justifier aux Français le départ des troupes vers le Mali. Donc c'était destiné au peuple français pour justifier. Maintenant, pour moi, ça reste évident que c'était un redéploiement et il fallait justifier de ce redéploiement. Je vous dis, c'est très clair. Nous venons de fêter les 10 ans, les 10 années de Serval qui est devenu Barkhane. Après, mais également, il y a l'affaire Tegentorin. Il ne faut pas dissocier les deux parce que c'est le Sahel qui était visé. Ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Mali, c'est le Sahel qui était visé. Et à partir de ces deux opérations, une qui a échoué, bien sûr, grâce à l'armée algérienne, et l'autre qui a réussi parce qu'il y avait un président illégitime au pouvoir qu'ils avaient préparé eux-mêmes. Là, dans ce qu'il dit Hollande, il parle bien d'un président par intérim. Pourquoi il est devenu président par intérim? Et ce n'était pas un président légitime. Maintenant, ce que j'ai remarqué, moi, et je me suis rappelé des paroles de M. Choguel Maïga quand il avait dit nous avons cherché justement des accords écrits, tout ça, nous n'avons rien trouvé. Et là, c'est très malin, parce que qu'est-ce qu'il dit Hollande? Il dit je me suis entretenu, et il précise, il dit au téléphone. Donc, quand on parle du téléphone, ce n'est pas un accord, ce n'est qu'un entretien. Mais il n'y a pas de trace. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ce président par intérim et qu'est-ce qu'on lui a demandé. Aussi, il faut savoir une chose, que quand l'armée française est arrivée, elle a mis à sec l'aviation malienne. Donc, elle avait l'intention c'était devenu une occupation. Le fait de mettre à sec l'aviation malienne, ça veut dire que le ciel était aux Français, à l'armée française, il n'était plus aux Maliens, il ne contrôlait plus rien. Donc on ne pouvait pas savoir s'il y avait des groupes djihadistes qui essayaient d'arriver vers Bamako ou pas. Il n'y a que les Français qui pouvaient le savoir, puisqu'ils ne pouvaient pas survoler l'air. Le peu d'avions qu'ils avaient au Mali, eh ben, l'armée française s'en est chargée pour que ça ne vole plus. Donc, il y a tout ça qu'il faut revoir, tout ce qui s'est passé à cette période-là. Chaque détail est important.
quand l'armée française sort, chaque détail est important. Ils n'agissent pas que comme ça. Ils nous parlent de groupes djihadistes. Les groupes djihadistes, on pouvait les stopper par là où ils sont venus. C'était le Niger ils passaient par le Niger. Ils passaient par la Libye, le Niger. On ne les a pas stoppés. Bien au contraire, on les a armés. Et puis par le Sahara occidental aussi, par le Maroc. Comment se fait-il que des groupes djihadistes se retrouvent avec des armes lourdes? Ils avaient des armes lourdes, ils ont encore des armes lourdes. Ce n'est pas uniquement des pistolets et des mitraillettes. Ils ont des jeeps avec le carburant. D'où ils ont le carburant? C'est ça les questions qu'il faut poser à François Hollande. Il faut qu'il nous réponde comment ces gens-là sont arrivés dans le Sahel et qu'il les fournissait en armes, qu'il les fournissait en carburant. Le Sahara, le Sahel, on ne trouve pas une pompe d'essence tous les 20 km ou 30 km comme les autoroutes françaises. C'est pas possible. Donc, les vraies questions n'ont pas été posées à Hollande. On l'a sorti. Encore une fois, on verra qu'il va y avoir une suite. Il ne faut pas oublier aussi que Macron est en position. Macron, on ne sait pas s'il va finir son mandat. Donc là, il va y avoir les semblants de gauchistes qui vont sortir, les semblants aussi de la droite, et puis il y a aussi l'extrême droite. Ils vont essayer de se battre pour la prochaine présidence, puisque Macron c'est fini. Il ne revient, il n'a plus le droit de se présenter. On ne sait pas s'il va finir son mandat ou pas. Il y a toujours ce conflit russe États-Unis qui implique tous les pays de l'Union européenne et donc l'OTAN aussi. Tout ça joue un rôle dans la politique actuelle et tout le monde voudra prendre le poste de Macron. D'accord. Merci à vous, Madame Linda Larboy. C'est l'instant dédié aux téléspectateurs. Quadio, Kwame, Ange, Michael nous appelle. Bonsoir, votre contribution. Vous êtes en direct. Allô? Alors, est-ce que nous l'avons, ce téléspectateur Quadio Kwame qui est en direct avec nous depuis un moment, qui souhaite également lui également apporter sa contribution dans le cadre de cette édition, mais surtout sur cette sortie du président, l'ex-président français François Hollande, en attendant certainement de l'avoir. Alors, je me retourne vers vous davantage, Gamal Abina, pour essayer vraiment à votre niveau d'apprécier davantage l'élément qu'apporte le président pour essayer de justifier l'action, du moins ce déplacement des troupes du côté du Mali. On comprend aisément qu'il y avait anguille sur roche, du moins il a du mal lui-même à pouvoir se convaincre finalement de ce qui avait été comme mobile à l'époque utilisé pour justifier l'intervention militaire du côté du Mali. C'est des questions qui sont... Je ne sais pas si on m'entend d'ailleurs. Regardez. Oui, donc je disais, c'est des questions qui restent un peu douteuses, qu'ils ont évoquées, parce que les journalistes en face sont quand même assez offensifs. D'ailleurs, on voit que c'est un ancien président et qu'on ne prend pas vraiment au sérieux. De lui expliquer, est-ce que vous aviez été appelé, est-ce qu'effectivement les djihadistes, comme on les appelle, auraient conquis les capitales, est-ce qu'il y avait un danger d'effondrement de l'État malien, alors qu'il y avait d'autres raisons. Il faut se souvenir quand même qu'il y a l'histoire de l'Azawad, par exemple, qui demandait son indépendance, mais ça avait été arrivé par la négociation, par les accords d'Alger en 2015. Mais il explique de façon un peu vaseuse, finalement, que soi-disant le Mali se serait effondré du jour au lendemain et que quelques 200 combattants faiblement armés auraient pu s'emparer d'une capitale où il y a tout de même une armée d'un État. On n'est pas sur de la plaisanterie là. Donc c'est vrai que le Mali n'est pas de l'équipement aérien au départ, maintenant il les a, mais surtout ils ont quand même des combattants, des soldats qui sont un peu vaillants. Donc cette façon de présenter, c'est toujours un peu cette posture un peu raciste qui me déplaît beaucoup, à savoir les Africains sont de grands enfants, ils ne savent pas se débrouiller tout seuls, quoi. Ça, on l'entend régulièrement dans les cercles privés, vous l'entendrez moins en public, évidemment, puisque c'est des propos éminemment racistes. Mais il n'en demeure pas moins que quand il explique cette intervention, on sent bien dans ses réponses qu'il n'est pas très sûr de ses positions. On sent bien qu'il essaie de justifier en bégayant un petit peu, en expliquant qu'il fallait y aller pour des raisons historiques, parce qu'ils sont gentils, ils nous ont aidé à libérer la France. Mais tout ça, c'est des arguments complètement éculés qui n'ont absolument aucun sens. Dans les faits, il y va pour plusieurs éléments. D'abord, parce qu'il y a des richesses exploitées là-bas qui ne sont toujours pas exploitées, c'est des réserves. Ensuite, parce que c'est aussi la route, il ne faut pas l'oublier, la route de pas mal de... C'est un croisement, le Mali, c'est quand même un territoire enclavé par lequel passe beaucoup de circulation de marchandises et puis surtout beaucoup d'hommes.
beaucoup de besoins logistiques. Et puis le Mali, c'est frontalier avec des pays qui sont très proches de la France. On va pas parler de Niger, avec l'histoire, il y a quand même 30 ou 40% des besoins français en uranium qui sont assurés par le Niger. Donc le risque de voir le Niger tomber. L'autre question, c'est la question effectivement de la Côte d'Ivoire, qui est totalement inféodée à la France par sa direction. Et bien les richesses ivoiriennes, elles intéressent les Français. Donc quand ils présentent des explications vaseuses en disant que finalement ils sont allés pour la gloire, qu'ils sont allés par principe, parce qu'ils deviennent humanistes du jour au lendemain, bon, ça tient pas la route. Mais c'est vrai qu'il est embourbé dans des questions pour lesquelles d'ailleurs même la population française pourrait dire mais qu'est-ce que vous allez faire en Mali? On vous a pas demandé d'y aller, quoi, en gros, parce qu'évidemment, quand il envoie les troupes militaires, il ne dit pas qu'il fait la guerre, il ne déclare jamais la guerre, un peu comme les États-Unis. Ils y vont comme ça sous pseudo-mandat de l'ONU. Et donc c'est la vraie question qui se pose. Est-ce qu'il a une justification réelle et sérieuse? Non. Et on explique quand même qu'il n'était pas sûr. C'est le journaliste qui lui dit, il n'était même pas sûr que les djihadistes prennent la capitale. Là même, on sent bien qu'il y a une hésitation qui n'est pas très claire, qui finit par dire ouais, plus ou moins, on ne sait pas. On pense que ça a été dit. Mais bon, ça va de soi qu'en vérité, Hollande s'embourbe même dans des mensonges assez grossiers parce qu'il ne veut pas expliquer que simplement ils sont allés pour le prestige de la France, parce que la France considère que la zone CFA est une zone qui lui est protégée, à qui on doit beaucoup de choses, c'est le précaré de la France, un peu comme l'Amérique du Sud pour les États-Unis. Donc c'est toujours pareil, c'est le prestige d'un empire colonial qui veut à nouveau briller ou garder au moins ces quelques miettes d'empire qui lui restent, parce que la décolonisation, malheureusement, c'est mal faite, que la décolonisation s'est faite par un don de Gaulle à des caporaux qu'il a placés lui-même, que les réseaux Foccart ont beaucoup travaillé pour piller ces pays et empêcher qu'ils se développent, et qu'aujourd'hui, quand il arrive avec ce bon discours bien construit de donner le sentiment que c'est un humaniste, ça ne tient pas la route. N'oublions jamais une chose, les États n'ont absolument pas d'amis, ils n'ont que les intérêts, et des intérêts bien compris, des intérêts qui les concernent eux-mêmes. Ils n'ont pas l'intérêt de voir un pays partenaire africain se développer. Ça, c'est pas un intérêt pour eux. L'intérêt, c'est de vendre de la ferraille à ces pays. C'est de vendre la nourriture. C'est de les rendre dépendants. Voilà pourquoi est-ce qu'il a du mal à s'expliquer dans c'est une invasion littéralement du Mali, et pour lesquelles d'ailleurs les résultats sont extrêmement calamiteux. Il oublie aussi de le dire. Il était aux commandes quand ils ont commencé leurs actions militaires. En 8 ans, il s'est rien passé. Les Russes, en 6 mois, ils ont liquidé le problème. Donc, ça en dit des choses. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République française, François Hollande. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans exactement, François Hollande, vous avez pris la décision d'engager la France militairement au Mali pour repousser les groupes djihadistes. Il y a quelques mois, les soldats français se sont retirés à la demande des autorités de Bamako, et dans un Mali où les djihadistes ont gagné du terrain. Vous dites souvent que vous ne regrettez pas votre décision de janvier 2013, mais franchement, 10 ans après, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que cela a été un échec? Non. D'abord, la décision que j'ai prise au nom de la France en janvier 2013, je ne l'ai pas prise parce que la France avait quelque intérêt au Mali. Je l'ai prise parce qu'il y avait une demande du président par intérim du Mali à l'époque et de la totalité des chefs d'État africains qui nous demandaient, nous imploraient même d'agir pour contenir, repousser une offensive djihadiste qui allait sans doute jusqu'à Bamako. Ensuite, si la France, et j'étais encore président à cette époque, est restée au Mali, c'est à la demande toujours des autorités et aussi de l'ensemble de la communauté internationale. Je rappelle qu'il y avait également l'ONU qui avait décidé d'être présente par une mission de maintien de la paix au Mali. Si nous avons voulu lutter contre le djihadisme, c'est pas simplement parce qu'il nous menaçait nous-mêmes, c'est parce qu'il frappait des populations civiles maliennes, puis on le sait maintenant, au-delà du Mali, au Sahel, donc Burkina, au Niger et ailleurs. Et donc c'était un devoir pour nous, un devoir de solidarité qu'il fallait absolument Oui, exercer. mais les djihadistes ont gagné du terrain. Alors ensuite, dès que nous sommes sortis, je n'étais plus président à ce moment-là, dès qu'il y a eu un retrait des forces françaises et d'autres contingents, les djihadistes en ont forcément profité pour agir. Nous leur avons fait subir des pertes très importantes, y compris au niveau de leur direction, mais dès lors qu'il y a eu le retrait des forces françaises, les djihadistes qui avaient
gardé des positions, les ont encore élargies et se sont déployés sur d'autres terrains. C'est la raison pour laquelle la France, elle ne peut être présente que si on lui demande de l'être. Et ça a toujours été ma conception. Et il n'y a aucune atteinte à la souveraineté d'un pays dès lors que ce pays fait appel à la France. Je rappelle aussi ce que j'ai dit lorsque je suis allé à Bamako, lorsque Tombouctou avait été libéré et que le Nord Mali pouvait retrouver une forme, toute relative d'ailleurs, de tranquillité. J'ai dit que c'était un devoir de solidarité parce que je n'oubliais pas ce que les Africains avaient fait pendant les 2 conflits mondiaux pour venir encore en soutien à la France. Un film récent rappelle cette mobilisation. Donc c'était aussi d'acquitter notre dette à l'égard du Mali, comme à l'égard des pays africains, que les forces françaises sont venues au Mali. Et si il y a eu des pertes, bien sûr qu'il y a eu aussi des populations qui ont continué à être martyrisées, mais il y a eu des pertes françaises. Il y a eu 59 soldats qui ont sacrifié leur vie parce que j'ai décidé d'intervenir au Mali. Eh bien, ces soldats-là, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts parce qu'ils étaient en mission pour lutter contre des groupes qui oppressaient la population. Et ils ne sont pas venus pour chercher quelque intérêt économique, pour des intérêts miniers, pour faire une prédation sur les ressources du Mali ou du Burkina Faso ou du Niger. Il n'y a eu rien en échange, pas d'avantages commerciaux, de demandes de concessions pour telle ou telle infrastructure, rien. C'était sans contrepartie, parce qu'il n'y avait pas besoin de contrepartie, parce que nous étions unis, solidaires et amis. François Hollande, dans votre livre de mémoire paru en 2018, vous dites que l'état-major militaire vous avertit qu'une colonne djihadiste peut atteindre la capitale Bamako d'ici 3 ou 4 jours, peut-être moins. Mais certains estiment qu'il n'y avait pas ce genre de menace, que vous l'avez exagéré pour vendre, entre guillemets, l'opération Serval à l'opinion publique. Alors une question simple, est-ce que vous aviez des preuves irréfutables par le renseignement humain ou technique que, en effet, les djihadistes allaient fondre sur Bamako? Oui, nous avions des éléments d'information précis, de regroupement de véhicules qui étaient conduits par des djihadistes et qui se mettaient en mouvement et qui étaient en route sur Bamako. Peut-être se seraient-ils arrêtés en chemin, nous n'en savons absolument rien, mais ils allaient vers Bamako. Ce n'est pas simplement la France, au regard de ses propres informations, qui le disait. Je me souviens encore, puisque vous faites l'évocation de la mémoire, du président par intérim du Mali, qui, au téléphone, me disait « Mais venez, venez parce que demain ou après-demain, il sera trop tard ». J'avais le coup de téléphone du président de l'OUA qui me disait « Attention, nous avons nous aussi toutes les informations selon lesquelles les djihadistes se sont équipés, sont avec des véhicules qui souvent avaient été d'ailleurs pris sur le conflit tchadien et surtout le conflit libyen précédemment, donc ils viennent et qu'ils ont du matériel pour contrôler une ville ». Plus tard, je me suis posé cette question. Est-ce que c'était possible pour quelques centaines de djihadistes de contrôler une ville comme Bamako ? Et quand j'ai eu à faire face aussi à ce qui se passait en Irak, quand j'ai vu que Mossoul était tombé avec finalement la pression de quelques dizaines, centaines, milliers peut-être de djihadistes face à une armée organisée comme l'était à ce moment-là, soi-disant l'armée irakienne, je me dis oui, c'était possible. C'était possible que ces djihadistes aillent non seulement jusqu'à Bamako, mais contrôlent la capitale du Mali. Pour combien de temps, nous n'en savons rien, mais ils l'auraient sans doute voulu et fait. Donc voilà pourquoi je n'ai rien exagéré et que c'est plutôt les Maliens eux-mêmes qui, par leurs autorités à ce moment-là, m'ont demandé de le faire parce qu'ils étaient sous la menace. Alors juste après la reconquête du Nord par Serval, vous vous rendez début février à Tombouctou, puis à Bamako, et vous déclarez cette citation qui est restée célèbre: « Je viens sans doute de vivre le jour le plus important de ma vie politique ». Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas laissé griser par la victoire militaire? Et est-ce que, 10 ans plus tard, vu la situation du Mali et du Sahel plus généralement, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir prononcé ces mots? Non, parce que je les ai éprouvés, ces mots. Pas parce que nous avions remporté une victoire militaire, mais parce que la population était là. Des femmes se couvraient du drapeau français,
des foules considérables à Tombouctou et à Bamako nous demander tout simplement de rester, nous dire leur gratitude. Vous voyez ces images-là que j'ai encore à l'esprit et qui sont retransmises. Donc il y avait cette reconnaissance de ce que faisait la France. Ensuite, j'ai vu avec peine, c'est vrai, la détérioration de ce lien pourtant fondé sur l'amitié, la reconnaissance des populations qui sont présentes au Mali, mais aussi en France. Beaucoup de Maliens sont dans notre économie, sur notre territoire et vivent pacifiquement leur vie ici. Donc j'ai cette peine, cette tristesse de voir que ça s'est dégradé. Pourquoi ça s'est dégradé ? Sans doute parce que justement, comme il a été dit, le djihadisme a continué de frapper et que les Maliens se disent mais on n'en finira donc jamais, et que malgré l'intervention de la France ou de la mission des Nations Unies, des forces africaines qui soutiennent, il y a encore des exactions, il y a encore des souffrances, il y a encore des actes barbares. Sans doute aussi parce que une opération militaire qui dure 10 ans donne l'impression qu'à un moment, nous cherchons autre chose que d'aider et qu'il y a une forme d'occupation du territoire, ce que nous avons toujours refusé. Et puis il y a eu la propagande, une propagande qui s'est installée sur les réseaux sociaux et qui laissait penser que la France venait dominer un pays, chercher à l'humilier, à le contrôler, à le dominer, ce qui n'était pas du tout le cas. Et regardez l'influence qu'a le groupe Wagner ou ont les réseaux alimentés par les Russes qui arrivent à convaincre une partie de la population que finalement ils les protégeraient mieux que nous, alors que je pense que les néocoloniaux, ce sont eux. Alors justement, les militaires français sont donc partis du Mali et les Russes sont arrivés. Est-ce que les Russes pourraient réussir là où les Français ont échoué sur le terrain militaire, ou est-ce qu'au contraire, votre crainte d'il y a 10 ans, à savoir que les djihadistes prennent Bamako, est-ce qu'elle est à nouveau d'actualité ? Alors d'abord, nous, quand nous sommes venus avec notre propre drapeau, à l'appel des autorités du Mali, avec le soutien de tous les pays de la région, et avec aussi la légitimité que nous donnaient les Nations Unies, même la légalité que nous donnaient les Nations Unies. Aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui vient, la Russie ne déclare pas qu'elle est présente par ses propres armées ou ses propres troupes. C'est un groupe privé dont on sait le lien avec le Kremlin. C'est un groupe privé qui vit de l'argent qu'il reçoit ou des prédations qu'il opère sur un territoire. C'est un groupe privé qui ne répond devant aucune instance internationale. C'est un groupe privé dont on ne sait pas comment il est alimenté et qui sont exactement les soldats qui le composent. Souvent des repris de justice qui sont là pour des intérêts qui ressemblent à ce qu'on appelle, ou l'appelait autrefois, le mercenariat. Oui, mais s'ils réussissent. Mais alors, après, l'autre question, c'est celle que vous posez. Réussissent-ils ? Y a-t-il moins d'attentats, moins d'occupations, moins d'actions des groupes djihadistes ? La réponse, elle est connue. Non, c'est pire. C'est pire parce que le djihadisme progresse et il frappe des populations civiles avec des massacres qui ont été relevés par un certain nombre d'observateurs. Et il frappe également au sud du Mali, là où il n'avait jusque-là pas sa place, sans parler de ce qui se passe au centre du Mali, où là, il y a des combats qui se renouvellent et qui frappent, comme je le disais souvent, la population civile avec des affrontements ethniques qui ont été réveillés. Donc voilà pourquoi je pense que ce groupe non seulement n'a aucune légalité dans son action, n'a aucun intérêt général à être là, sauf des intérêts très particuliers, et n'est pas efficace pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, moi je respecte la souveraineté des pays. Je l'ai dit, la France n'est venue que parce qu'elle a été sollicitée. Elle est partie parce qu'elle n'était plus souhaitée. Si les Maliens veulent avoir des relations avec un groupe privé, ça les regarde. Avec un État autre que la France, ça les regarde. Mais à ce moment-là, ils auront à en répondre le moment venu.
Alors, juste rapidement, autre opération en Afrique que vous avez lancée, l'opération Sangaris en Centrafrique, décembre 2013. 3 ans plus tard, la France retire ses troupes contre la volonté du président Faustin Archange Touadéra, qui était sous la menace de groupes rebelles. Du coup, il fait appel aux Russes de Wagner. Alors, une question très simple. Est-ce que vous avez été totalement surpris? Est-ce que vous n'étiez pas préparé à ce que les Russes s'installent à Bangui? Alors là, c'est le reproche exactement inverse. Oui. On nous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps? Précisément parce que nous considérions que, étant engagés au Mali, étant prêts à intervenir dans une zone plus large au Sahel, nous avions aussi nos engagements au Moyen-Orient, même si ce ne sont pas les mêmes troupes qui les effectuent, ces opérations. Il y avait une limite physique presque, je ne parle pas d'une limite politique. Nous avions donc souhaité que ce soit une mission de la paix de l'ONU, la MINUSCA, qui puisse prendre le relais et appuyer le président élu de Centrafrique pour assurer la réconciliation et la stabilité du pays. Et là aussi, il y a eu l'appel à d'autres que à cette. Et vous ne l'avez pas vu venir, c'était ça ma question. Nous l'avons sans doute vu venir sans comprendre que c'était en réalité là aussi plus qu'un soutien militaire, mais une prédation sur les ressources du pays. On le voit bien, les mines de diamants intéressent un certain nombre de groupes privés, et là aussi il y a des flux qui s'opèrent. Maintenant, là aussi, c'est la décision des autorités de la Centrafrique. C'est à elles de savoir ce qu'elles veulent comme destin, et donc je trouve que c'est assez regrettable qu'un groupe comme Wagner se soit installé comme ça. Est-ce que c'est la présence de la France qui l'en aurait dissuadé? Je ne suis pas sûr. Et puis le Tchad. Après la mort au combat d'Idriss Déby, il y a presque 2 ans, Emmanuel Macron est allé à Djamena pour soutenir la transition dirigée par le fils du défunt, Mahamat Déby. Mais 18 mois plus tard, des manifestations contre sa volonté de se maintenir au pouvoir ont été réprimées dans le sang. Il y a eu au moins 50 morts le 20 octobre. La France n'a réagi que du bout des lèvres. Or, Paris a condamné fermement les putschs qui ont eu lieu au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mansuétude de la part de la France à l'égard du régime tchadien? Là aussi, comme président de la République, j'ai été conduit à avoir avec le président Déby une relation forte, puisque le président Déby avait été tout à fait présent, actif, au moment justement où il fallait chasser les djihadistes du Nord Mali. Donc je sais ce que l'on doit, là aussi, au Tchad et au sacrifice de ces soldats. Ensuite, le Tchad a toujours accepté de participer à nos opérations internationales. Je me rappelle même ce qu'on avait fait contre un groupe terroriste qui sévissait sur le lac Tchad et qui sévit encore, hélas. Voilà. Ensuite, lorsqu'il y a eu la mort du président Déby, je n'étais plus à ce moment-là en responsabilité. Ce n'était pas un véritable coup d'État qui s'est produit. C'était, disons, une succession militaire avec l'idée que cette transition ne durerait qu'un temps et que le fils du président Déby ne serait pas candidat à sa propre succession. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire non seulement il y a eu un reniement par rapport aux engagements qui avaient été pris, mais il y a eu des répressions extrêmement sévères et des opposants qui sont prisonniers. Moi, j'ai la même attitude. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, chaque fois qu'il y a des mises en cause des libertés, des opposants qui sont en prison, je condamne ces décisions. Et vous pensez que votre successeur n'a pas été assez ferme, c'est ça? Je pense qu'il est conscient que nous avons une base au Tchad, que le Tchad reste dans cette coopération contre le djihadisme, mais que ce n'est pas une raison, je l'affirme ici, que nous soyons tolérants à l'égard de mise en cause très grave des libertés, des droits humains et des opposants à ce régime. Merci. Merci à vous. Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien, et merci à vous de nous suivre sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.